Une phrase très bateau, mais je n'ai pas été très patient au début de ma carrière. Et j'ai voulu tout savoir tout de suite. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Des problèmes avec mon ego, des problèmes avec la perception que j'ai de mes qualités. Parce que je voulais tout faire, je n'arrivais pas à tout faire. Je me disais, il y avait un problème, tu vois. Et j'étais dans cette période qui était très compliquée. Et il faut être patient. Et il faut chercher. Il faut demander. Il faut ouvrir des portes. Il faut casser des portes souvent. Bienvenue dans Coulisses. Pour ceux et celles qui en ont marre des discours policiers et veulent en apprendre plus sur les réalités de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans Coulisses, je suis Mylène Fricka et aujourd'hui je vais dans l'arrière-plan de grand directeur artistique ivoirien, Eric Adé. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Mylène de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ouais. Eric Adé est directeur artistique, je l'ai connu sur les internets comme on dit. Il a également travaillé sur la nouvelle identité graphique que vous avez pu voir d'Irao. Je suis très fière que tu aies collaboré avec. Merci. Je pense que c'était une école de travail avec toi aussi. Sérieux? J'espère que je n'ai pas été une cliente très chiante. Non, ça va. Ok, je suis rassurée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'arrière-plan du métier de directeur artistique. L'arrière-plan, pourquoi? Parce que c'est un terme plutôt technique, mais c'est aussi voir toutes les calques qu'il y a derrière ton métier, parler de ce que les gens ne disent pas souvent, les galères, les clientes et clients, et aussi juste le hustle, de devoir rentabiliser sa passion en Côte d'Ivoire en étant africain et ivoirien. Merci déjà de m'avoir invité, ça fait super plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et ouais, tu veux qu'on commence quand? Tu veux qu'on commence par quoi? Il y a tellement de sujets. Ouais, franchement, il y en a beaucoup. Tellement de sujets qu'on peut aborder. Et je sais pas. Moi, je sais. Ce matin, j'ai regardé une de tes vidéos. D'ailleurs, elle me manque énormément. Mais c'était la vidéo sur Dali. Ah, ouais. Et quand je t'écoutais parler du danger ou de l'opportunité que Dali, quand on parle de Dali, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux déjà expliquer? En fait, Dali, c'est une intelligence artificielle qui génère des images à partir de textes. Et c'est très évolué, ça te permet de générer plein de choses. Et c'est des images qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est des images qui sont générées par l'intelligence artificielle elle-même. Et c'est un game changer, quoi. Après, c'est pas la meilleure actuellement, c'est pas la meilleure, mais elle fait le taf, et j'aime beaucoup l'utiliser. Tu sais, ce qui est assez intéressant avec Dali, c'est que c'est un gain de temps considérable. Ouais. Mais en même temps, je me suis posé la question de savoir, l'artiste, le créatif, est rémunéré parce qu'il est le seul à pouvoir générer un certain type de création. Donc on parle d'identité artistique ou d'identité graphique si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en mesure de générer des images, des créations, le créatif ou le directeur artistique devient une sorte de superviseur. Et donc je me demande à qui appartient l'œuvre finalement? Ça c'est une très grande question. Et je pense même que le droit n'a pas encore pu trancher. Et la question du droit d'auteur entre l'intelligence artificielle et la personne qui génère, on ne sait pas trop. Il n'y a pas encore eu d'acte qui signifie que l'œuvre est pour la personne qui génère ou l'œuvre est pour l'IA. Donc actuellement, ça tourne un peu en rond. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont en train de faire des trucs pour ça. Mais ça génère des images et il faut qu'on puisse les exploiter. Donc ça ne peut pas remplacer un designer en vrai. Ça génère juste les images et toi les designers, c'est à toi de savoir comment les exploiter. C'est un gain de temps, c'est un outil, comme j'ai dit. C'est pas pour remplacer, ça peut pas remplacer l'humain. Si ça doit remplacer l'humain, il faut qu'il fasse lui-même, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle fasse elle-même la génération des images, la modification des images. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Alors déjà, quelle est ton opinion sur la question? Mon opinion est très simple. C'est un outil. C'est tout. Et ça nous permet de gagner du temps. Avant, on détourait avec l'outil plume, on passait des heures à détourer avec l'outil plume.
Maintenant, ce n'est plus le cas. Et c'est pareil pour les intelligences artificielles. On les utilise pour gagner du temps. Parce que tu as une idée et tu as besoin d'avoir une projection dans l'instant de ton idée. Tu fais comment? Avant d'aller chercher des sources, faire des moodboards et tout, maintenant, ce n'est plus le cas. Tu tapes, il y a un truc qui sort et tu l'exploites. Tu sais, je pense que le véritable souci ici, c'est que nous appelons ces outils des intelligences artificielles. Parce qu'à proprement parler, ça n'en est pas. Ce sont des modèles qui ont été entraînés à générer certaines réponses. Donc déjà, je crois que la dénomination de ces outils-là pourrait poser problème au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, je vois ton point de vue en tant qu'artiste, mais je me dis qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'outils comme ChatGPT que tu utilises aussi. Donc, en plus de DALL-E, de Stable Diffusion et de ChatGPT, on peut arriver à un tech stack d'outils d'intelligence artificielle, pour employer le mot, qui pourrait aller de la génération d'idées à la créativité et aussi à la production et je dirais aussi à la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on peut mettre un prompt dans ChatGPT et lui dire génère-moi une stratégie digitale ou génère-moi une charte graphique pour telle ou telle marque avec tels attributs. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il faut avoir peur ou pas en tant que talent, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on garde l'ascendant sur l'outil pour que nous ne soyons pas disruptés, comme l'ont été les traducteurs par exemple. Le métier du traducteur est devenu de plus en plus précaire à bien des égards. Ok, à cause de l'intelligence artificielle? Pas à cause de l'intelligence artificielle, mais à cause de la création d'outils comme Google Traduction, où la traduction n'était plus difficile, mais accessible à un grand nombre de personnes. Donc ce dont je parle ici, c'est est-ce qu'à un moment donné, nous n'arriverons pas à un niveau où ton travail serait accessible à beaucoup de personnes et par conséquent, la valeur de ce métier sera diminuée. Franchement, je pense que en termes de créativité, ce qui est important, c'est l'idée. L'idée est très importante. Il y a l'exécution, mais l'idée est très importante aussi. Et je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce stade-là où on n'a plus besoin des designers, tu viens, tu tapes ton truc, tout se fait. Je ne pense pas qu'on va arriver à ce stade, franchement. Parce que l'humain a sa place. Qu'on le veuille ou pas, l'humain aura toujours sa place. I beg to differ. I beg to differ. En fait, je crois que l'humain aura sa place, mais pour moi, la question, c'est toujours par rapport à la rentabilité. Il est possible que l'humain ait toujours sa place, mais avec une rentabilité moins élevée. Qu'on ait besoin de moins de designers et qu'on ait juste besoin de peut-être quelqu'un qui va générer des idées. Et on sait que le tech stack s'occupe de tout. Tu vois? Peut-être. Mais je reste très sceptique sur le sujet. Très sceptique. En tout cas, moi... Et je pense que ça va permettre aux gens d'être autonomes sur certaines choses. Comme tu sais, il y a eu Canva qui a permis aux gens d'être autonomes. Mais on ne va pas perdre notre place, quoi. Ça, je suis sûr. En tout cas, je pense qu'on va nous demander de maîtriser ces outils pour aller plus vite. Parce que quand tu es en agence ou peu importe, c'est le temps. On court derrière le temps tout le temps. Et on a besoin de ces outils-là pour aller vite. Et moi, j'ai déjà utilisé ces outils-là pour faire une campagne même, faire des propositions. Et j'ai trouvé ça cool. C'était une première expérience, mais j'ai trouvé ça cool. Voilà. Donc, l'humain sera toujours là, les designers seront toujours là, d'une manière ou d'une autre. Et l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir nous remplacer, ça c'est sûr. Mais elle va nous aider. Je l'espère. Je veux qu'on y pense avec beaucoup de pondération, tu vois. Sachant que c'est une technologie incroyable. Je ne suis pas du côté de dire tout est mauvais, il faut lâcher, mais je sais comment est-ce que la révolution technologique, l'industrialisation a disrupté certains métiers et on a créé d'autres. Donc ici, aujourd'hui, ce sont les métiers de la connaissance qui sont en train d'être disruptés par l'intelligence artificielle. Donc, il y a par exemple dans le domaine du marketing des personnes qui ont généré des outils pour faire des captions, des copies grâce à l'intelligence artificielle, plutôt au modèle de langage et tout ça. Donc, c'est un cas classique de quelqu'un qui a été en mesure de prendre cet outil, de générer de la valeur à plusieurs autres professionnels du métier. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, à part Stable Diffusion, ce genre d'idée-là,
est-ce que tu penses qu'on arriverait à un outil plus ou moins similaire, mais dans un autre domaine de ta profession? Je pense qu'il y a déjà un peu de tout. Hein. Ah oui? Ouais. Et même pour l'animation. Oui. Il y a une team sur YouTube qui s'appelle Corridor, je sais pas, Corridor quelque chose, je ne me rappelle plus. Et ils ont créé un film d'animation avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils se sont filmés et ils ont entraîné l'intelligence artificielle à les mettre dans un univers bien précis en 2D. Donc ils sont filmés sur un fond vert et ils ont entraîné l'intelligence artificielle avec ça et ils ont créé un film d'animation. Tu vois, et ça c'est déjà, c'était pas aussi clean, mais c'est très bien, ça fait un style. Donc il y a énormément de choses que l'intelligence artificielle apporte et là encore il faut pouvoir l'utiliser, il faut savoir comment l'utiliser et que ce soit dans l'illustration, que ce soit dans la vidéo, que ce soit, maintenant il y a même un truc qui est similaire à DALL-E qui génère des vidéos. Bon, je pense que c'est intéressant. Mais il y a toujours des limites. Si tu lui demandes de générer un mec sur un baka qui a attrapé un casque et qui est à jamais, c'est pas possible en fait. Ça te donne juste un chemin, un mood board et à toi de savoir comment l'utiliser. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle va évoluer. Et ça sera dans tous les domaines de notre métier, que ce soit design, animation, etc. Mais je reste sur ma position, l'humain sera toujours là. Et je pense que c'est à nous d'être vifs. Il faut être vif et il faut toujours être à l'affût de ces choses-là. Ça permet d'être plus à l'aise, de comprendre les choses et d'anticiper le futur. Et moi, en tant que designer, je suis toujours dans ces trucs-là. Je suis toujours en train de regarder et d'essayer. Et je sais que quand ça va évoluer, je vais évoluer avec. Et c'est très important. Heureusement qu'on n'en est pas encore là, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Nos réalités sont bien différentes. Et c'est une chance aussi. C'est une chance. En tout cas, ça a son double tranchant. Mais on va considérer que c'est une chance. Et donc aujourd'hui, au-delà de l'intelligence artificielle, gardons ça à côté. C'est quoi le truc le plus difficile dans ton métier? Beaucoup de choses, mais je pense que le principal, c'est de rester créatif. C'est de rester créatif. Rester créatif. Parce que on est comme des médecins. Imagine, tu arrives à l'hôpital, j'ai mal à la tête, tu dis, je suis fatigué, ou je n'ai pas appris ce cours-là. Tu peux pas aller au travail le matin et dire, je ne suis pas inspiré, alors que tu n'es pas inspiré. Tu vois, et ça, c'est hyper compliqué. Et pour sortir de là, il faut pouvoir créer des systèmes. Créer des systèmes qui te permettent de, inspiration ou pas, tu arrives à t'en sortir. C'est ça, le plus compliqué. Et tout le monde ne sait pas vraiment créer ces systèmes-là. Et c'est aussi une charge mentale, une grosse charge mentale de toujours être là, rester créatif. Quelque part, on va te dire, c'est pour ça qu'on te paye. Mais c'est dur, c'est dur. Et je pense que c'est le truc le plus compliqué. Le reste, si c'est vraiment ta passion, tu kiffes quoi. Tu kiffes. Mais pour moi, le plus compliqué, c'est de rester créatif. Et aussi, avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, pour apprendre de nouvelles choses. Là, par exemple, j'essaie d'apprendre la 3D, etc. Et après, j'ai plus le temps, tu vois. Il y a trop de choses qui arrivent. Et souvent, tu es à fond dans ton travail, tu n'as plus le temps de forcément quitter le boulot, faire tes side business, en même temps apprendre un truc. C'est chaud. Tu vois. Et ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Il faut savoir gérer son temps. Et ça aussi, c'est un truc qui est compliqué au début. Quand tu as de l'expérience, ça va. Gérer son temps. Savoir telle tâche va me prendre tel nombre de temps environ. Je peux faire ça et anticiper les choses. Si on te dit, par exemple, je veux un logo, déjà tu es en train de réfléchir à comment est-ce que tu as fait le logo, même avant de venir te mettre devant ton ordinateur. Et c'est ces choses-là qui s'apprennent sur le terrain. Et pour moi, c'est ça. Hein. Donc, rester créatif,
c'est très compliqué de rester créatif tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est ce qu'on te demande. Quand tu arrives le matin au travail, le client envoie des briefs. Toi, tu dois répondre. Et aussi gérer son temps. Pour moi, c'est les deux choses qui m'ont beaucoup fatigué. Mais aujourd'hui, ça va. J'aide aussi les autres à sortir de là, à créer des systèmes qui vont leur permettre de pouvoir créer des choses, même s'ils ne sont pas forcément inspirés, quoi. C'est super important. Donc là, tu décris vraiment le travail en agence. Donc aujourd'hui, tu es en agence. Aujourd'hui, je suis en agence. Je suis en agence depuis 2016. Depuis 2016, je suis en agence. Disons que c'est la vie d'agence normale. Hein. On a des briefs, on a des appels d'offres, il faut répondre, il faut créer des trucs et tout. Tu n'as jamais eu envie de te lancer en freelance? Je pense que c'est le rêve de tous les designers. Parce qu'en freelance, les gens, quand ils te contactent, c'est pour toi, c'est pour ce que tu leur apportes. Et ils ont beaucoup plus confiance. Parce qu'ils sont contactés, c'est qu'ils savent ce que tu fais, mais ils ont vu ce que tu fais, donc ils se disent, ah, ça peut marcher, et ils t'écoutent. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils t'écoutent. À l'agence, c'est différent. Tu as une hiérarchie, tu as des chefs de projet, chacun donne son avis. Et tu n'as pas forcément la même liberté. Et donc, quand tu es en freelance, c'est toujours cool. Tu travailles sur des projets que je kiffe, avec des clients qui sont assez confiants aussi sur ce que tu vas leur rendre. Et, ça change beaucoup de choses. Donc, ouais, comme tout le monde, hein, j'ai envie de me lancer en freelance un jour, mais pour l'instant, je suis là. Et je pense que j'ai encore des choses à faire en agence. Et on verra par la suite ce qui se passe. Mais ouais, c'est un truc qui me parle. Alors, les logos à 5 000 francs, parlons. Ça a été une très belle expérience. Très belle expérience. J'ai fait ça pour la science, comme je dis. Et j'avais vraiment envie de savoir c'était quoi les logos à 5 000 francs. Comment ces gens-là travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi le process. Parce qu'un logo à 5 000 francs, franchement, si c'est un super logo, ça prend du temps. Et pour 5 000 francs, si tu vends ton temps à 5 000 francs pour un super logo, c'est toi qui perds en vrai. C'est toi qui perds parce que tu passes plus de temps pour pas grand-chose. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai contacté des gens que j'ai trouvés sur Facebook, dans des groupes, dans des coins super cachés et tout. Et je leur ai dit, je suis un vendeur de pastels, je veux un logo pour mon business. Et j'ai envoyé un petit brief là. Non, j'ai pas dit grand-chose. J'ai dit, je veux un logo pour moi, je vends des pastels et tout, je veux un logo simple. Et ils ont commencé à m'envoyer des propositions et tout, J'ai dit ok. Et un gars, lui, il m'a dit, ouais ok, tu m'envoies l'argent et c'est prêt dans 30 minutes. Moins de 30 minutes. Donc dès que j'ai envoyé l'argent, j'ai reçu mon logo. Et le logo, si vous avez regardé la vidéo, je vous invite à aller la voir. Le logo 2, je l'ai acheté à 10 000. Parce qu'il m'a dit, moi mec, je fais plus les logos à 5 000. Moi, je fais des logos maintenant à 10 000. Waouh, quelle évolution comme... Tu vois. Et ils m'ont fait un logo cramé, moche et tout. Il n'a même pas fait d'effort, il n'y a rien. Donc, en fait, ce logo de 10 000... Le logo de 10 000 était le pire logo hein, de tout ce que j'ai reçu. Et au final, on voit très bien que ce n'est pas des logos que vous allez pouvoir utiliser, que les gens vont utiliser. C'est pas vectoriel, il n'y a rien qui va dans ces trucs-là. Donc ça ne sert à rien de payer des logos à 5 000 francs. Le mieux, c'est d'aller sur Canva. Tu prends un template, tu fais toi-même ton truc, c'est propre. Au moins, même si les gens se disent que c'est des templates qui sont accessibles à tous, donc ils ne veulent pas forcément, mais c'est mieux que d'acheter un truc à 5 000 qui est cramé et qui ne va rien vous apporter. Donc, la conclusion que j'ai faite de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se vendent à 5 000, mais ils vendent le service de 5 000. Donc, moi je veux un logo pour mon business, mais je n'ai pas envie d'avoir le service de 5 000. Donc, je vais contacter des gens qui facturent plus cher parce que je veux de la qualité. Maintenant, si je veux un logo à 5 000 pour mon business, et c'est ce qui me convient, j'irai vers les gens qui font les logos à 5 000. Donc, chacun a son standing. Et d'ailleurs, je préparais une vidéo dessus sur la facturation.
Chacun a son standing. Donc, un débutant ne va pas facturer comme un senior. Et il n'y aura pas les mêmes détails dans son travail que dans le travail d'un senior. Et c'est ce qui est normal. Donc, mon budget va vers une cible de prestataires, de designers. Donc, je sais que j'ai 20 000 francs pour faire mon logo. Et je vais voir un débutant. Je lui dis, je veux un logo, je veux un débutant et il me fait mon logo à 20 000. C'est tout. Et si je veux un logo à 5 000, je vais voir un gars, il fait un logo à 5 000. Mais le problème, c'est les gens qui font du travail de qualité à bas prix. Ça, c'est un gros problème. Parce que c'est ces gens-là qui cassent le marché. Ce n'est pas les gens qui font les logos à 5 000. C'est les gens qui cassent le marché parce que les logos à 5 000 sont moches. Tu vois. Mais les gens qui cassent le marché, c'est les gens qui font du bon travail et qui facturent peu. Ça casse le marché parce que le client se dit « Ah, mais regarde, mon travail est bien beau et j'ai payé 15 000. Toi, tu veux me vendre ça à 200 000 ?» Non. Et il prend ça comme une foutaise. Alors que ce n'est pas le cas. C'est juste ces gens-là qui se vendent mal. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se vendent mal. C'est ça qui est dommage. Mais tu penses que c'est parce qu'ils sous-estiment la qualité de leur travail ou est-ce que c'est plus des questions alimentaires? À chaque fois que je fais ce discours, on dit man, on a faim, on a faim, on a faim. Donc et c'est ça, c'est alimentaire. C'est ça la réalité. Beaucoup se vendent moins cher parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais si tu as du talent et que tu le sais, tu dois avoir aussi conscience que tu peux vendre plus cher. Oui, et ça, c'est un autre parcours. Il faut déjà comprendre comment le marché fonctionne, comprendre que tu dois te vendre. C'est quand tu te vends que tu arrives à attirer la bonne clientèle. Parce que la bonne clientèle aussi, ils ne vont pas forcément aller te chercher dans ta chambre. Tu viens, tu te montres, voilà mon travail. Et quand ils font les petites recherches, ah ouais, c'est trop bien ce qu'il fait, je le contacte. Mais les gens sont dans les chambres. Et ils veulent gagner de l'argent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, tu te vends, tu attires la clientèle qu'il faut. Et ensuite, les choses évoluent au fur et à mesure de ton expérience. Tes prix augmentent, les choses changent, etc. Et ces gens-là, il y en a qui n'ont vraiment pas conscience de ce qu'ils font. Il y en a aussi qui se disent, j'ai besoin d'argent. En même temps, je n'ai pas envie de faire un travail qui est cracra. Donc, j'ai mis à fond. Donc, c'est ces gens-là qui créent le problème. Voilà, parce qu'ils cassent le marché et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de tout ça. Ouais, je peux comprendre, tu vois. Et moi, ce que je me dis finalement, c'est ils sont à un certain stade de leur développement, comme tu l'as dit, qu'ils doivent comprendre le marché et apprendre à se vendre. Mais j'ai une question qu'on va te poser. Quand tu as commencé ta carrière, quel a été le prix le plus bas auquel tu as vendu ta création? Déjà, j'ai travaillé beaucoup gratuitement. Oui, ça c'est la base. Ça, c'est la base. Ouais. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Quand vous débutez, faites beaucoup de projets gratos. C'est pour comprendre comment les choses se passent, comprendre aussi la relation designer-client, travailler sur des briefs qui sont donnés par des gens. C'est une école, voilà, parce que chacun a son tempérament, chacun vient ses trucs. Donc c'est important de commencer par là et ça te permet aussi de développer ton estime personnelle. Donc j'ai beaucoup travaillé gratuitement. Après, je pense que j'ai fait des trucs à 10 000. Je fais des trucs à 10 000, 15 000. Ok. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que tu as un niveau de pricing, tu peux ne pas le révéler, mais est-ce que tu as un niveau de pricing que tu estimes? Non, si tu n'as pas 100 000, il faut m'appeler. Okay. Minimum. Minimum, ok, ouais. Ok, d'accord. Bon. Non, je rigole. Comment tu rigoles? Je rigole. Je fais aussi des logos à 5 000. Non. Si tu as fait 10 mois, tu donnes la nourriture, ne pas de logo à 5 000, d'accord? Écoute, tu sais, il y a un truc, tu sais, les plateformes comme Shutterstock, iStock, etc. Il y a des logos là-bas. Il y a plein de logos qui sont exploitables. Et si je me demande un logo à 5 000, je vais dessus et je fais un truc propre pour toi. Mais c'est pas authentique, tu vois. Okay. Tout le monde peut avoir accès à ça. C'est comme faire un truc sur Canva.
Et moi, je suis prêt à ce qu'on me paye 5 000 pour ça. Hein. Je peux faire ça, imagine chaque 10 minutes, quelqu'un me demande ça. C'est un bon marché. C'est vrai que, je sais pas, en 1 heure de temps, tu aurais... C'est un bon marché. Le problème, c'est que les gens veulent payer 5 000 pour un logo original. Un logo qui a été réfléchi. C'est pas possible. En fait, ici, le véritable problème, ce que je pense, c'est que ça amène les attentes des clients à un niveau qui n'est pas forcément supportable par les autres acteurs de l'industrie. C'est-à-dire que ceux qui font des logos, comme tu l'as dit, de bonne qualité, mais qui être pris, vont tout de suite, je vais dire, mess up avec les attentes des clients. Et quand ils viendront vers toi, par exemple, ils te diront, ah mais j'ai déjà eu un logo à 10 000 et c'était propre. Pourquoi est-ce que toi, tu fais ta diva? C'est ça. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et je dis toujours à mes amis, il faut éduquer les clients. Le client, pour lui, le logo, c'est tu t'assois, tu cliques 2 fois, ça sort. C'est comme ça dans sa tête. Donc quand tu lui dis des prix, il trouve ça exorbitant. Et c'est normal. C'est à toi de lui expliquer que voilà, il y a une réflexion créative à faire, il y a des recherches, il faut trouver des polices, il faut expliquer tout le process. Et c'est là qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de boulot, hein. Ouais, peut-être ça vaut le prix. Et tu sais, un jour, il y a un gars qui est venu me demander un truc et j'avais mis sur ma facture que j'allais facturer la réflexion créative, etc. Je mets beaucoup de détails. Il me dit non, que c'est un peu cher. Je dis ok, ce qu'on va faire, je divise le prix par 2, vous réfléchissez. Quand vous allez avoir toutes les idées, vous m'envoyez les idées et moi j'exécute. Tu vois, il m'a dit non, mais c'est toi le créatif. Il dit c'est moi le créatif. Donc tu me payes pour ma réflexion créative. Ouais, excellent. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il faut dealer avec les clients. Il ne faut pas forcément être réticent ou se fâcher. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foutaise facile. Genre, les clients à foutaise, non, il n'a pas foutaise, il ne connaît pas. Dans sa tête, là, c'est carré. Tu arrives sur ton ordinateur, tu cliques, ça sort. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut pouvoir expliquer, montrer des trucs, ce que vous avez fait. Il faut expliquer. Et quand c'est comme ça, ils se disent, OK. C'est comme un plombier, il arrive chez toi et il finit, il change ton tuyau, il dit, ouais, ça fait 60 000. Forcément, tu as dû poser des questions. Pourquoi ça fait 60 000? Et il faut expliquer. Il faut expliquer s'il a mis des tuyaux en or pour ne pas que l'eau, je ne sais pas. Mais... Genre le tuyau t'a mis au paradis. Oui, il faut expliquer le taf. C'est important et on ne fait pas les choses au hasard. Et c'est ça le problème un peu du marché, c'est que les gens n'expliquent pas trop, après les clients se fâchent et il y a d'autres qui ont faim, qui se disent ok, bon, on voit ce que tu as, il y a trop de choses. Et quelque part, tu as dit, je détaille la facturation. C'est-à-dire sur la facturation, je montre exactement mon processus. Et je pense que ça aussi, c'est l'une des clés. C'est hyper important. Parce que quand le client prend la facture, il se rend compte que ce n'est pas juste une ligne. C'est pas juste une création, ligne. Par exemple, d'un logo, tel prix. C'est telle chose avant de... C'est la facturation, c'est une école aussi. Ouais. C'est une école aussi. Parce que ici, tu vois certains designers, ils envoient les factures, c'est marqué logo 100 000. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. On ne sait pas il y a combien de propositions, on ne sait pas le client a droit à combien de retours, c'est quoi les livrables. Et ça les met de la merde. Parce que le client, tu lui envoies, c'est dit ok. Ça veut dire que tu t'es vendu à lui et il fait ce qu'il veut. Tu lui envoies, il dit non, change la couleur. Tu lui envoies, il dit non, change la police. Tu lui envoies, il dit non. Et vous restez dedans. Et vu que tu as pris de l'argent, tu te sens condamné à lui rendre ce qu'il veut. Et ça finit toujours dans des embrouilles. Toujours. Parce que le gars, de base, il n'a pas mis les choses sur la table. Il n'a pas mis ses clauses en disant, moi, vous avez droit à 3 retours, le reste est payant, vous avez droit à 3 propositions. Il n'a pas tout mis ça sur la table. Donc, le client aussi, vu qu'il n'y a pas de contrat, on est dans un freestyle, tout le monde fait son freestyle, et puis on est là. Donc, il faut pouvoir se protéger. C'est important. La facturation, c'est pour se protéger. Et expliquer au client ce qu'il paye, dans quoi il met son argent. C'est un type de contrat. Oui, c'est un type de contrat. Ouais. Mais je crois que pouvoir attribuer des causes dans ta facturation, c'est d'abord avoir l'expérience des situations
pour lesquelles ces clauses-là deviennent pertinentes. Parce que si par exemple un jeune débutant qui n'a pas encore eu le cas où un client demande énormément de retouches alors qu'il ne lui a pas donné suffisamment d'argent, il ne saura pas. Donc c'est après qu'il sait, il y a possibilité que le client vienne encore et encore. Donc il faut que je lui mette en même temps, ok, si tu viens après un certain nombre de temps, je te facture à tel prix. Exactement. C'est l'expérience. Et comme je dis, c'est une école. Même moi, je ne maîtrisais pas ça avant. J'ai appris, j'ai cherché, j'ai trouvé une go qui est en France, qui s'appelle Blandine, qui a donné des cours de droit d'auteur. Elle avait des ressources de facturation et c'est ça qui m'a édifié. Et c'est là que j'ai commencé à m'améliorer dedans, à mettre des clauses pour me protéger. Parce qu'au final, tu te rends compte que tu travailles et le client fait ce qu'il veut de toi parce que tu as pris son argent. Il te demande des choses, il te redemande. Non. Quand tu mets tes clauses, le client sait ce qu'il veut, bizarrement. Il sait ce qu'il veut parce que tu lui dis tu as droit à 3 retours et le mec il va aller montrer à toute sa famille pour avoir les meilleurs retours, pour revenir vers toi. Et quand tu lui mets pas ça, il prend son temps, etc. Même le temps. On fait un travail aujourd'hui et tu me fais un retour dans 2 mois plus tard. Et tu reviens en me disant mais tu as pris l'argent et tout. Mais 2 mois plus tard, c'est mort. Je suis passé à autre chose. On n'est plus dans le même timing là. Et c'est tout ça qu'il faut mettre dans la facturation, dans les clauses. Ça te protège en tant que designer et ça te permet d'aller plus vite. Surtout. Parce que tu sais, j'ai 10 jours pour faire ça, je fais ça et puis basta. Donc c'est une école et quand on est débutant, comme je dis, quand tu es débutant, tu ne factures pas comme un senior. Il faut suivre son parcours, c'est tout. Il faut suivre son parcours et poser les questions. Et je pense qu'apprendre le sol, c'est important. Donc moi, je ne suis pas trop en train de stresser les débutants, faites des factures, non. Apprenez le sol et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Mais quand tu veux te lancer directement dans des trucs de droit d'auteur, des machins, c'est pas forcément, c'est bien, hein, mais moi je suis un peu sadique quoi. Je préfère que les gens apprennent le sol et puis le reste ça va aller. Donc tu pourrais que les gens mangent la poussière avant de goûter en coin du paradis. Comme ça tu connais la valeur. C'est très très méchant. Ouais mais c'est ça. J'ai pensé aussi à la discussion qu'on a eue à plusieurs reprises sur la procrastination, sur l'organisation en fin de compte. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es Où est-ce que j'en suis? Oui. Je pense que j'ai eu... Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Beaucoup de sollicitations, moins de vidéos du coup. En fait, tu as été victime de ton succès. Tu vois, on peut dire ça. Et je me suis rendu compte que c'est comme ça que les choses marchent en fait. Les gens ont besoin de te voir, les gens ont besoin de voir ce que tu fais. Donc, ok, let's go. Mais j'ai plus de temps pour mes vidéos maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je délègue? Et quand tu délègues aussi, il faut vraiment être sûr que la personne travaille comme toi, ou la personne peut rendre ce que tu veux. C'est compliqué. Donc, j'étais un peu dans cette spirale-là. Quoique, maintenant, j'ai une nouvelle organisation. J'ai finalement trouvé quelqu'un pour monter mes vidéos. Un truc qui est très, très compliqué à déléguer. Très compliqué à déléguer, mais ouais. Et j'essaie de m'organiser au max pour tout ce qui est sides. Moi, j'ai une très bonne gestion de mon temps en tant que designer. Je sais exactement comment gérer mes choses, même si souvent je suis très à la bourre. Mais j'ai appris à gérer mon temps, à anticiper sur certains projets. Même quand on me dit, il y a un brief qui est rentré, même quand je suis en train de marcher, je suis en train de réfléchir, tu vois, à comment exécuter ce projet-là. Quand j'arrive, c'est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est l'expérience. Donc, l'organisation, elle est très, très personnelle. Ça dépend de beaucoup de facteurs, de ton environnement, de là où tu vis, de ta santé, de trop de choses. Donc, je pense que chacun doit pouvoir s'asseoir et se dire, selon ce type de travail, je peux faire ça, ou je peux mettre après. C'est chacun qui gère son truc. Moi, j'ai pas de
j'ai pas vraiment de conseil en vrai qui peut prendre en compte tout le monde. Mais je pense que c'est important de se connaître. Voilà. Pour pouvoir mieux gérer son temps. C'est mieux comme ça. Après la procrastination, là c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre sujet qui est très long. J'ai pas envie de forcément stigmatiser les gens. Mais soit tu fais, soit tu fais pas. C'est tout. Moi c'est ma mentalité. Et j'assume. Tu vois quand je fais, j'assume. Quand je fais pas, j'assume aussi. Et je sais que je dois faire un truc, j'ai écrit une vidéo, mais je suis couché, je suis sur TikTok. J'assume ce moment. Tu vois, je ne suis pas en train de culpabiliser. Pourquoi je procrastine? Non. J'ai pas envie là. Et je regarde mes TikTok, j'écris pas de vidéo. Point. C'est assez intéressant. C'est tout. Ça parce que c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée également. Je me suis rendu compte que la procrastination finale, c'est un signal. C'est une manière pour ton corps de te dire je n'ai peut-être pas envie de faire cette tâche en raison de telle raison. À toi de définir et de découvrir cette raison-là. Mais le pire dans la procrastination, c'est lorsqu'elle est mêlée d'anxiété, où tu es dans ce cycle vicieux où tu te culpabilises de ne pas faire le travail et tu peux entrer dans ce que je vais appeler de l'auto-destruction quelque part. Tu sais que le terme arrive, mais en même temps tu te dis, et si ça ne marche pas, je pense que si je ne le fais pas, quelque chose de mal va se passer. Mais c'est comme si tu étais en relation amoureuse avec la procrastination. Avec la procrastination, tu vois. Et faut trouver la cause de ta procrastination. Ok. Et quand tu discutes avec les gens, la première cause de la procrastination, c'est que c'est le smartphone. C'est-à-dire, tu n'as pas de réseau sur ton téléphone, tu n'as rien sur ton téléphone, tu t'assois, tu fais quoi? C'est ça, en fait. Tu fais quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok, il n'y a rien, tu es là. Tu n'as pas de téléphone même, tu es là, tu fais quoi? Donc toi, tu as supprimé les réseaux sociaux? Moi, je supprime. Moi, j'ai une période où je supprime tout. Je supprime tout. Je ne laisse même pas plaisir, non, je supprime tout. Et puis je suis là, je travaille. Je mets mon focus sur autre chose. Parce que c'est facile de se dire non, j'aime me déconnecter, non, supprime tout. Et les gens ont toujours des excuses. Ouais, je ne connais pas un mot de passe. Yo, mets un nouveau mot de passe, je sais pas, fais un truc quoi. Et supprime tout, concentre-toi et fais ton taf. Et moi, je prends ces temps-là comme des temps de récompense. J'ai fini d'écrire mes trucs, j'ai fini de travailler, je vais me coucher et je chill. J'ai plus cette pression-là de j'ai des trucs à faire, je suis tranquille, je kiffe mon moment de procrastination au calme. Mais c'est quand tu procrastines et que tu n'arrêtes pas de te dire mais je suis là, je devais faire ça, mais je fais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a rien qui t'arrive. C'est juste que tu es focus sur autre chose. Et il faut changer ça. Donc, tu prends ton téléphone, tu supprimes tout, tu le mets à côté et tu vas travailler. C'est tout. Et les gens ne se rendent même pas compte. Souvent, ils sont sur l'ordinateur, ils sont là, tac, tac, tac. Ils prennent le téléphone, ils scrollent, ils déposent. Ils prennent le téléphone, ils scrollent, ils déposent. Et c'est inconscient, ça devient même une seconde nature de scroller. Et ton focus est ici, il est là-bas, il est ici, il est là-bas. Et tu n'arrives pas forcément à avancer rapidement dans tes tâches. Et moi, je suis très drastique. Tu supprimes tout, tu finis de faire ce que tu as à faire. Et tu vas chiller sur TikTok, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu es couché et que tu te demandes pourquoi est-ce que tu procrastines, donc tu regardes une vidéo sur YouTube qui va t'expliquer pourquoi tu procrastines alors que tu es en train de procrastiner, c'est too much. C'est la meilleure. C'est un cercle, c'est une spirale. Tu ne sors pas de là en fait. Et tu ne fais que culpabiliser sans avancer dans ta vie. C'est dommage. Alors que tu dois juste faire un truc, libère-toi de tout ça, des distractions, et puis taf, et après tu reviens. Mais les gens veulent faire tout en même temps. C'est pas possible en fait. Il y a une citation dans la Bible qui dit « chaque chose en son temps ». Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, je comprends à quel point cette phrase elle est vraiment juste. Quand tu as un temps de repos, donne toute ton attention à ce temps de repos pour que ton corps soit vraiment reposé. Ouais. Quand tu es en train de travailler, donne toute ton attention au
travail de sorte à ce que justement ton travail soit terminé, que tu puisses aller te reposer sans culpabiliser. Et surtout, c'est dans ces moments-là de grande attention à notre travail que nous entrons dans ce qu'on appelle le flow, où justement on est beaucoup plus créatif. Toi aujourd'hui, est-ce que ton flow est réduit? Est-ce que tu penses que c'est réduit en raison de toutes les distractions ou est-ce que tu arrives quand même à maintenir une bonne durée? Je pense que j'arrive à maintenir une bonne... je suis assez constant sur mon timing. Et j'ai juste remarqué que souvent, par exemple, quand je vais écrire une vidéo, ça prend plus de temps si j'utilise pas mes petits moments de distraction pour évoluer dans mon écriture. C'est-à-dire, je peux être dans le taxi, et dans le taxi, je sais pas, je suis sur les réseaux, j'écoute la musique, mais entre ma maison et le travail, je peux avancer sur l'écriture de ma vidéo. Tu vois, à ma pause, après avoir fini de manger, je chill un peu avant de retourner à mon poste. Là, je peux écrire un peu, je peux mettre des idées, je peux écrire un peu. Et quand j'ai commencé à utiliser ces micro-temps-là, j'ai vu que les choses évoluaient plus vite. Parce que je suis toujours en train d'attendre un moment bien précis pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire des choses, alors qu'il suffisait d'utiliser des micro-temps dans ma journée pour évoluer sur mes tâches. Et utiliser ces micro-temps-là, les gens n'aiment pas forcément parce qu'ils se disent c'est mon moment de détachement. Mais quand tu es sur un projet, ton moment de détachement, c'est quand tu dors en vrai. C'est quand tu vas dormir, quand tu as fini, tu vas dormir. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'avances pas vite. Donc utiliser les micro-temps, je pense que c'est la base, quoi. C'est la base pour pouvoir évoluer plus rapidement dans ce qu'on fait. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai vu que ça marche. Et concernant le deep work, c'est compliqué d'être en mode deep work quand tu es au travail. Surtout quand tu es en open space. En fait, c'est pas vraiment... C'est pas un deep work, ça. Mais du coup, c'est quoi l'objectif d'être dans un open space ou d'être dans un bureau si tu n'arrives pas à travailler? Bon, en fait, tu arrives à travailler, mais tu n'es pas à ton... Personnellement, je ne suis pas à mon maximum en open space. Mais j'arrive à travailler convenablement et tout. Quand je suis chez moi, dans mon bureau, dans mon espace, j'ai tout setup pour que tout soit comme je veux pour être concentré. La lumière, la musique, tout. Là, je suis 100% focus et tout va très vite. Tout va très vite, plus vite même. Parce que je suis dans mon environnement à moi. Et je ne sais pas pourquoi les gens mettent les designers dans les open space. Pour moi, les designers ils doivent être dans leur bureau. Là-bas, ils mettent leurs affiches, ce qu'ils veulent. Ils sont là-bas. Et c'est là qu'ils arrivent à mieux s'exprimer, mieux être à l'aise et créer plus facilement. Ouais. Tu sais, quand on parlait de se vendre, du fait que beaucoup de personnes ont peur de se vendre et par conséquent peuvent faire des choix assez désastreux sur leur carrière, je trouve que la difficulté vient aussi du fait que se vendre est devenu comme une sorte d'expression, tu vois, comme une sorte de tout, c'est-à-dire tout le monde est censé comprendre ce que tu veux dire quand tu dis « Ah, mais il faut apprendre à te vendre ». Donc, pour un designer, pour un directeur créatif comme toi, qu'est-ce qui a marché? Comment est-ce que tu t'es vendu pour être là où tu es aujourd'hui? Comment est-ce que je me suis vendu? Franchement, j'aime pas quand les gens réfléchissent à ça. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une stratégie derrière. Il n'y a pas de stratégie en vrai. C'est juste tu t'adaptes au fur et à mesure. Tu fais un travail et personne ne sait que tu as fait ce travail. À quoi il sert en vrai? À quoi il sert? C'est ça. Moi, je suis designer, je parle tout le temps de design. Tout le temps de design. Mes amis, quand ils rentrent dans une conversation quelque part là-bas, quand on va dire, est-ce que vous connaissez un designer? Il y a 99,9% des chances que mon nom sorte. Parce que je suis tout le temps en train de parler de ça. Et toi, tu es designer, personne ne sait, même tes parents ne savent même pas ce que tu fais, c'est chaud. Et c'est comme ça qu'on se vend, c'est en parlant, ah j'ai fait ça aujourd'hui, regardez, même si tu as 2 vues, Internet n'oublie jamais. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Il y a des gens qui voient, ils ont retenu. Ils n'ont pas liké, ils n'ont pas partagé, il n'y a pas de souci, mais ils ont vu.
ils ont retenu et ça reste dans leur tête. Tu vois? Et ça m'arrive souvent de recevoir des demandes et on me dit ouais, il y a tel qui m'a envoyé ta vidéo et j'ai envie d'avoir un logo. Tu vois, la personne même peut-être n'a même pas regardé, hein. La personne a vu, ok, j'ai juste regardé. Et la personne qui a vu mon post, elle va envoyer ça à une autre. Ouais, regarde ça, ça peut être cool pour toi. Moi-même, ça ne m'intéresse pas, mais toi, je pense que ça peut t'aider. Et c'est comme ça qu'on se vend. Au fur et à mesure, les gens te voient, les gens voient ce que tu fais. Ils arrivent à acheter aussi ta personnalité. Ça aussi, c'est un truc qui est important. Les gens achètent ta personnalité. On peut être deux designers, on est tous les deux très bons, mais ils vont préférer travailler avec moi parce que, voilà, moi, je suis plus cool. Ouais, tout le monde sait. Donc, au final, en fait, c'est aussi cette mystification de la vente qui est le problème. Ouais, c'est ça. Rappeler aux gens, savoir se vendre, c'est savoir faire parler de soi et savoir faire penser à soi et rester intéressant. C'est tout. Il faut juste rester soi-même. C'est très bateau comme phrase. En fait, il y a beaucoup de phrases bateau, je me suis rendu. Mais il n'y a pas un autre moyen d'exprimer ça. Soyez vous-même, c'est tout. Mais justement, parlons de tout l'aspect compétition, concurrence. Aujourd'hui, des designers, c'est pas ce qui manque le plus. Ouais. Tu vois. Donc ici, comment est-ce qu'on se différencie, sachant que la différenciation apporte une très grande valeur à ce que tu fais. Fais des vidéos. Des vidéos. J'ai dit je fais des vidéos, mais en fait, c'est pour résumer l'histoire. Moi, je partage ce que je sais. Je partage ce que j'apprends. Je ne me positionne pas en tant que professionnel du design qui a 10 ans d'expérience, non. Je découvre un truc, je partage. J'ai envie de faire un logo, je partage. Et c'est comme ça qu'on se différencie des autres. Parce que mon travail ne sera pas le travail d'une autre personne qui fait les mêmes vidéos. Le client a le temps de regarder ça. Ok, c'est pas mal. Et on va voir pour lui. Ah, pour lui aussi, c'est pas mal. Bon. Je choisis lui parce que... Après, ça reste très personnel. Moi, je me dis, bon, je préfère lui là parce que j'aime bien son style, etc. Et aussi, il faut pouvoir développer son style. C'est important de développer son style. Parce que tout le monde parle la même chose. Quand tu développes ton style, tu te mets déjà dans une petite niche. Et par exemple, une marque de luxe va se dire, ah, regardez, il fait beaucoup de trucs de luxe. Ça peut être pas mal de travailler avec lui. C'est tout. C'est comme ça qu'on se différencie dans le marché, c'est en apportant sa touche. Tu es obligé de faire un truc spécifique à un moment. Au début, on est tous généralistes, on n'a pas le choix. Tu dois faire un peu de motion, un peu de design, de branding, tu dois tout faire. À un moment, tu dis, j'adore le branding, je vais là-bas. Je vais commencer à faire des marques. N'empêche que je fais autre chose. Mais le jour où une marque veut se développer, ils vont voir que je parle beaucoup de marques, je fais beaucoup de trucs de marques, donc je suis crédible dessus et il y a moyen de travailler avec moi. Donc, se différencier, c'est vraiment mettre sa personnalité en avant. C'est ça qui apporte, une touche personnelle au choix du client. C'est tout. Tu sais, la question de la personnalité, je suis d'accord avec, mais j'ai même quand même une certaine réserve. C'est que il faut savoir conceptualiser, tu vois. Et si je regarde un peu ton parcours, tu as conceptualisé un pan de ta personnalité à travers les humaliens. Ouais, ça aussi. Et ça a détonné en fait. Ouais. C'est justement comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'avant, les gens ne savaient pas que je faisais du design. Les gens voyaient juste mes photos, ils se disaient, quand je disais que je faisais du design, je ne savais pas que tu fais du design et tout. Il y en a d'autres, eux, ils n'arrivaient pas à détacher le fait que je sois aussi créatif dans ce truc et que je ne puisse pas faire un logo. Ils ne me demandaient même pas si j'étais designer. Ils se disaient, regardez ce qu'il fait, je vais l'appeler pour qu'il fasse un logo. Ouais, c'est en mode, si tu peux faire ça, c'est que tu peux faire un logo. Ouais. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que j'étais juste un photographe. Hein. Tout simplement, je ne faisais rien, j'étais juste un photographe. Et les gens, donc il y a eu ces deux catégories de personnes. Ces gens-là qui me disaient, je suis créatif, je peux tout faire. Et d'autres qui étaient plus focus sur mes photos, qui se disaient, je veux faire des photos, etc. Et là encore, c'est compliqué parce que les gens
ne comprennent pas que c'est un truc très artistique. Donc, tu ne peux pas venir faire des commandes. Il y a des gens qui me demandent, qui voulaient que je fasse des... Et il dit, ouais, tu vois comment tu as fait des photos là? Ouais, je veux ça pour moi. Je dis, non, je ne peux pas. Quand je dis, je ne peux pas, ils ne comprennent pas. Non, je ne peux pas. C'est tout un processus. C'est toute une histoire que je raconte et je ne peux pas utiliser n'importe qui pour faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Et on te dit, je vais pas faire une autre photo aux gens en studio. Il dit, moi, je ne fais pas des photos studio. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais tu vois la confusion. Il y a eu beaucoup de confusion parce que les gens se disent, ah, il peut tout faire. Non. Ouais, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Ne vous inquiétez pas. Mais ça a été tellement naturel chez les gens. Et c'est vrai que ça a apporté aussi. Ça m'a permis de mettre un peu la différence entre les autres. Et peut-être que les gens n'ont pas... on s'est dit c'est un plus. Ouais, les gens n'ont pas peut-être compris le concept de l'humanien parce qu'on en parle comme si c'était un insight et tout. Mais pour ta cours, tu me diras si je me trompe, tu as pris de la photo et tu y as appliqué tes talents de designer avec un concept à la fois futuristique, afro et assez bizarroïde. Ouais, j'adore ça. J'adore quand on dit ça. Tu sais, quand tu mets une photo là, tout le monde passe, on regarde. Tu ressens quoi? Je ressens, bon ouais. On me dit, ouais, c'est bizarre, hein. Je suis content. On me dit, ouais, ça fait peur. Je dis, ok, je suis content, tu vois. Mais tu peux pas mettre un truc là et puis, bon, il n'y a rien, rien ne se passe. Et c'est venu instinctivement. C'est venu une période. Quand j'ai terminé ma licence à l'ISTC, on était dans la phase où tu devais trouver un stage, machin, tu connais. Et c'était un peu compliqué. Je me posais des questions si j'avais fait le bon choix parce que je suis dans une famille où tout le monde a fait un boulot très conventionnel, la médecine. Eux, c'est très bureau, on fait de longues études. Moi, on ne savait pas trop c'était quoi les débouchés. Et je venais de finir, j'ai mon diplôme maintenant, je suis là, tu vois. Et j'étais un peu triste dans cette période parce que je me demandais est-ce que je vais pouvoir traiter les demandes des gens, tu vois. Est-ce que je vais pouvoir créer des choses, innover? Et c'est dans cette période que j'ai commencé à faire ça. Je me dis, bon, ok, il faut que je fasse un truc artistique. J'ai envie, tu vois. Je ressentais vraiment l'envie de créer un truc. Et je commençais à faire un peu. Même quand j'étais à l'école, j'avais commencé un peu, mais vite fait, tu vois. Et là, j'ai essayé de trouver des trucs. Et là, j'ai vu des artistes afro-futuristes. Et j'ai kiffé. Je me suis dit, ok, j'adore cet univers, il faut que j'essaie de faire un truc. Et il faut que je trouve ma touche, il faut que je trouve mon truc. Et c'est venu très naturellement. Franchement, tout le monde me demande comment, je ne sais pas. En vrai, j'ai rien inventé. Voilà. Comme mon artiste 3010 le dit, c'est Dieu qui a mis ça dans nos têtes. Et on fait juste sortir, tu vois, on est juste des canaux de je ne sais quoi. Tu vois, parce qu'on te demande tout le temps où tu trouves l'inspiration, moi je ne sais pas. Hein. Tu sais, je pense que je sais pas. Ça vient comme ça. Pourquoi tu as fait cette photo? Je n'en sais rien. J'ai eu l'idée. Ça vient aussi comme ça parce qu'on se nourrit énormément de plusieurs sources. Ouais, parce que comme tu l'as dit, tu as découvert des artistes afro-futuristes et tu as été immergé dans plusieurs sources, dans plusieurs manières de faire plusieurs créations. Et après, le cerveau humain est conçu pour faire des liens entre plusieurs choses. Donc, c'est pas pour rien que des gens peuvent avoir la même idée, c'est parce qu'ils ont fait les mêmes raccords par rapport à ces choses. Ouais. Tu sais, moi j'ai une théorie sur l'idée. C'est l'idée, tu vois la scène de la Pentecôte. Tu as les apôtres et ils ont tous l'Esprit Saint sur la tête, tu vois, en forme de flamme et tout. L'idée, c'est la flamme. Elle est là. Elle a réussi ta tête. Et si elle a réussi ta tête, c'est parce que tu as la capacité de la matérialiser, de la faire sortir dans le réel. Si tu n'arrives pas à la matérialiser, la flamme, elle va sur la tête de quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Parce que c'est son moment de sortir. Elle a besoin de sortir là maintenant. Elle est arrivée sur toi. Ah putain, j'ai une idée, j'ai trop envie de faire ce business. Tu es là, tu tournes. Après, tu te dis, bon, ok, laisse tomber. Tu vas chez quelqu'un d'autre. Et tu te réveilles un matin, tu vas sur Facebook. Quelqu'un a réalisé ce que tu voulais. Et tu es là, tu dis, oh, non, moi j'avais cette idée-là. Mais il fallait la faire. Ouais. C'est ça le truc. Donc, une fois que tu as réalisé ton idée,
en vrai, l'exécution compte beaucoup. On peut faire les mêmes photos, mais ce ne sera jamais pareil parce que ce n'est pas moi qui lève. Il y a ma personnalité dedans. Il y a ma vision. Et on n'a pas la même vision. On a la même idée, on n'a pas la même vision. Si tu demandes à deux personnes de créer la même application, ce ne sera pas pareil. Moi, je vais aller plus loin peut-être, où je vais me dire, j'ai déjà l'habitude de l'ergonomie. Je sais que si je mets ça ici, on swipe ici, ça va être mieux. Toi, tu vas pas forcément penser à ça. Donc, il faut que les gens soient en confiance sur ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la même idée que vous qui va faire mieux ou vice-versa, je ne sais pas. Il faut vraiment être confiant, s'assumer sur le projet et toujours chercher plus loin. C'est tout. Dis-moi, quelle a été l'expérience la plus dévastatrice de ta carrière? Wow. Je n'en ai pas encore eu. Ok. J'en ai pas encore eu parce que je fuis les dramas. Je fuis les dramas, donc je n'ai pas encore eu de période dévastatrice. Mais je pense que la période, comme je t'ai dit, entre quand j'ai fini les cours et où je devais trouver un travail, c'était très difficile. Je me suis posé beaucoup de questions. J'avais vraiment du mal à accepter ça, quoi. À accepter le fait que je n'ai pas encore le niveau que je veux. Et je n'ai pas été patient. Et je ne me suis pas assez projeté pour me dire, yo, calme-toi, c'est sur le terrain, on apprend, attends, tu vas arriver sur le terrain. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que j'ai arrivé sur le terrain? Tu vois, je me posais beaucoup de questions et ça a été une période très, très compliquée. Très, très compliquée. Et ouais, on peut dire que cette période-là qui était un peu chaude. Sinon, à part ça, j'ai toujours été très stoïque. Tu vois. Et comme je dis tout le temps, on ne peut pas aller plus vite que l'embouteillage. Ça, je l'ai bien compris quelques jours à On ne peut pas aller plus vite que l'embouteillage. C'est une manière de dire que souvent tu es là et tu assumes quoi. Et tu attends que les choses se passent. C'est tout. Tu fais ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est OK, j'appuie sur l'accélérateur, je m'arrête, on attend que les choses se règlent. C'est tout. Et fuir les dramas. Fuir les dramas. C'est vrai que souvent ça vient à nous, mais fuir les dramas, c'est mieux comme ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, les prochaines étapes pour toi, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que quelqu'un peut te regarder et se dire, bon, il est déjà bien, il est déjà arrivé? Je ne suis pas encore arrivé. Ok, quelle est ton ambition? Je ne suis pas encore arrivé. Mes ambitions, c'est de pouvoir créer plus de vidéos déjà. Faire beaucoup plus de vidéos. Pour que les gens puissent avoir beaucoup plus de valeur, que je puisse partager beaucoup de mon expérience. Et aussi donner des cours. Sur Irao? Sur Irao, surtout. Et partout, quoi. J'ai envie de donner des cours, partager ce que j'apprends. Parce qu'on est toujours en train de se plaindre du système éducatif, que les professeurs sont vieux, etc. Ok, mais qui les remplace? C'est ça. Et quand tu parles, on dit non, enseigner c'est une vocation, je sais que c'est une vocation quelque part, mais nous on est très technique et on peut permettre à nos petits frères, à ceux qui veulent vraiment faire ce métier-là, d'apprendre les choses plus vite parce qu'on a eu beaucoup d'expérience et il faut que les autres profitent. Donc enseigner, ça doit être, je pense un but pour beaucoup de créatifs, surtout en Afrique, qui ont de l'expérience. Partager, si vous ne voulez pas forcément enseigner, il y a YouTube, il y a les formations, il y a Irao, allez sur Irao, donnez vos formations. Voilà, donc il y a toujours des moyens. Et ça, c'est un truc que je veux faire. Et voilà, et faire beaucoup plus de photos aussi. Tu vois, parce que c'est un truc que j'ai délaissé à un moment. Parce que je n'avais pas forcément d'inspiration. Et je ne force pas l'inspiration sur ça. Ça vient naturellement. Et aussi parce que j'ai beaucoup de taf. Voilà. Et la vie d'adulte aussi, c'est haut et c'est bas. Voilà. Donc c'est mes goals pour les 5 prochaines années, si Dieu le veut. Voilà quoi. Bah, tu sais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et quand tu parles du fait d'enseigner, en tant que créatif qui a de l'expérience ou qui a de l'expertise, c'est tellement essentiel parce que nous devons former la génération qui vient aux pratiques.
non seulement du métier, mais aussi aux pratiques de chez nous, pour qu'on ait des innovations, pour que l'Afrique puisse être prise en exemple ailleurs par rapport au design. Et qu'on arrête de penser que forcément des gens comme Virgil Abloh doivent forcément venir des States ou aller voir d'autres designers de la France. En fait, arriver à créer des modèles chez nous en partant des modèles existants des gens comme toi. Et toujours parlons du métier, il y a un sujet qu'on néglige, je trouve qu'on néglige ça, c'est le sujet de la santé. Pour des gens comme toi qui travaillent sur ordinateur, tu es très grand, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais tu travailles sur ton ordinateur. Tu es tout le temps assis. Tu es tout le temps assis, tu passes tes yeux sur un écran toute la journée. Finalement, quels sont tous les maux physiques que ce métier-là génère et tu fais pour y pallier? C'est très compliqué. Ok, ça commence par ça. C'est très compliqué. C'est un métier qui a l'air simple, mais c'est très fatigant. Ça épuise le corps, ça épuise le cerveau, ça fatigue tes yeux, ton dos. Et faut pouvoir créer une certaine hygiène de vie, pouvoir tenir. Donc faire du sport. Moi je fais beaucoup de marches. Je fais énormément de marches. J'aime beaucoup les randonnées. Je fais ça. Et c'est très récemment que j'ai commencé la muscu. Parce que ça m'aide. Voilà. Donc il faut pouvoir être en activité. Et acheter une bonne chaise. Ça, c'est un grand sujet parce qu'elle coûte cher. Mais je me dis, c'est un investissement. Acheter des chaises qui sont adaptées à votre morphologie. Sinon, après, ça devient trop compliqué. Vous allez avoir mal au dos, vous n'allez pas pouvoir travailler, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est fatigant, c'est épuisant. Et par exemple, quand tu travailles peut-être 1 heure, tu dois te lever pendant au moins 5-10 minutes. Tu dois trouver un temps pour te lever, pour t'étirer. Et j'avais même installé une application et tout ça qui m'envoyait des réveils, qui m'envoyait des alertes, qui me permettaient de savoir à tel moment je dois me lever, je dois m'étirer. Sinon ça ne va pas. Tu vois. Donc, faisons du sport, mangeons bien aussi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pas facile. Mais avec la routine, ça ira. Faut se créer une routine, surtout. Créer une routine et connaître son corps, écouter son corps. À un moment, ton corps te dit non, ça va plus. Je suis KO, je n'ai plus envie. Toi-même, tu n'arrives pas à avancer. Et là, tu sais que tu dois dire stop. Si il ne dit pas stop, il va faire stop lui-même. Et quand il fait stop lui-même, c'est chaud. C'est chaud. Mais tu as parlé de tout sauf la santé mentale. La santé mentale, c'est un sujet qui est trop personnel pour moi. Et j'ai toujours une philosophie très stoïque, comme je t'ai dit. Donc, je me concentre pas trop sur les choses que je ne contrôle pas. Donc, là où la santé mentale elle rentre en jeu, c'est quand tu dois gérer beaucoup de choses en même temps. Et quand aussi tu n'arrives pas à démarrer. Quand on t'envoie un projet, on t'envoie un brief, tu n'arrives pas à démarrer, tu vois, c'est chaud. Tu as envie de faire, mais ça ne marche pas. Tu fais des trucs, c'est moche. Et tu commences à te remettre en question. Mais tout ça, ça fait partie du processus créatif. Tu vois. Et il ne faut pas rester focus dessus, quoi. Il faut se dire que ça va venir, ça va aller. Parce qu'il y a des gens qui mettent leur valeur sur ces moments-là. Et ah non, moi je suis un pro, mais j'arrive pas à démarrer. Yo, ça arrive à tout le monde. Même les dangereux des dangereux. Souvent ils sont là, ils piquent pas. Tu vois, ça arrive. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul. C'est juste qu'il faut laisser du temps à ton esprit pour processer toutes ces informations. Et souvent tu as besoin d'aller voir autre chose. Souvent tu as besoin de sortir de ton cadre. Moi, quand j'arrive pas à démarrer, je vais voir autre chose. Je sors.
je vais voir des amis, on parle de tout sauf de travail. Quand je reviens, je dis ok, ça va, j'arrive à démarrer. Tu as juste besoin d'aller quelque part pour réinitialiser ton esprit. Tu vas à la plage, va, je sais pas, va n'importe où, oublie le travail, et quand tu reviens, ça va. Est-ce qu'il y a un conseil que si on te l'avait donné au début de ta carrière, aurait modifié positivement tout ce que tu as fait? D'être patient. Encore une phrase bateau. J'ai pas été très patient. C'est une phrase très bateau, mais j'ai pas été très patient au début de ma carrière. Et j'ai voulu tout savoir tout de suite. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Des problèmes avec mon ego, des problèmes avec la perception que j'ai de mes qualités. Parce que je voulais tout faire, je n'arrivais pas à tout faire. Je me disais, il y avait un problème, tu vois. Et j'étais dans cette période qui était très compliquée. Et il faut être patient. Et il faut chercher. Il faut demander. Il faut ouvrir des portes. Il faut casser des portes souvent. Et au début, j'étais très réticent. Je n'arrivais pas à aller vers les gens forcément. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir, à partir vers les gens, tout a changé. Donc, moi, je demande aux débutants d'être patient et de demander. Demandez, même si la personne ne vous répond pas, on vous laisse en vue, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il faut demander. Faut pas si tu as besoin de quelque chose, tu vas demander à la personne. Si elle ne te répond pas, c'est ok. Au moins, tu ne vas pas culpabiliser de ne pas avoir fait le premier pas. Et tu vas voir quelqu'un d'autre. Il y a tellement de gens sur Internet. Même il y a des gens à qui j'ai écrit sur Twitter, des Américains, des gens, j'ai envoyé des messages, ils m'ont répondu. Il y en a qui ne m'ont pas répondu aussi. Et c'est ok. Et les gens ont beaucoup de soucis avec ça, de demander, de se faire prendre des vues. Ouais, alors que... le cœur, hein. Ouais, il faut muscler le cœur, mais c'est comme ça la vie, tu vois. C'est comme ça la vie. Et quand tu as besoin d'une information, bah, c'est toi qui est la main qui est en bas. Tu es obligé d'aller, tu vas. Et après, tu as ton information, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai cherché, j'ai demandé, je suis allé voir des trucs, Internet est là. J'ai pris des râteaux. En fait, ça change rien. Il y a aussi qu'on ne parle pas souvent des râteaux, on ne parle pas souvent de l'arrière-plan. C'est la raison pour laquelle Coulisses existe, pour pouvoir montrer aux gens qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir un succès. Les succès comme ça, où la personne, vous avez l'impression que, alors là, il a commencé, et tout s'est très bien passé. Très souvent, ce que vous ne voyez pas, ce sont les 10 ans derrière, les 5 ans derrière, et ça prend du temps. Tu viens de donner un truc. Quand tu débutes et que tu regardes le travail des autres, se comparer à ce travail-là, c'est un problème. Je trouve que c'est pas juste pour la personne même. Parce que cette personne-là, tu aimes son travail, mais elle a passé des années pour arriver à ce level. Et toi, tu viens de débuter, tu te compares à son travail. Tu ne peux pas en fait te comparer à son travail. Tu peux admirer son travail, mais ne te compares pas à ça. Il ne faut pas se comparer à ça. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ah, mais regarde pour moi, regarde pour lui. Regarde-moi, regarde pour lui. C'est pas la même chose. Mais lui, il a fait 10 ans pour arriver là. Toi, tu viens de commencer, tu calmes. Tu vois? Et c'est important d'avoir ce recul-là. Quand tu regardes le travail des autres, tu te dis, je vais arriver là-bas, mais je ne suis pas encore prêt. J'arrive. Mais c'est ma référence. J'arrive. Ouais. C'est très important pour les débutants. Une référence n'est pas un point de comparaison. Non. Une référence n'est pas un point de comparaison du tout. Tu te dis, tu arrives là-bas. J'ai vu une affiche, j'adore les rendus, mais quand je fais, j'arrive pas encore à atteindre ce rendu-là. Et dit que je suis pas encore prêt, il y a des trucs que je dois apprendre encore. Donc j'apprends. Et un jour, tu regardes ton travail, et tu regardes le travail de l'autre, tu te dis, ah, il y a quelque chose là. J'ai l'impression que je suis pas loin. Et ça, c'est un sentiment qui est très, très, très kiffant. Ouais. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. À ce point-là. Et justement, parlant de tout ce qui a rapport avec le fait de se former, je crois que tu auras un atelier et
un programme sur Yahoo très où vous allez découvrir les techniques de Ricky Lee, découvrir son processus créatif aussi, c'est très important, son processus administratif, parce que comme tu l'as dit, ça compte également ça compte. Dans tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce qu'il a dit, de ce qu'on a eu comme conversation. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de comparaison, on a parlé de santé, on a parlé aussi des clients, de facturation, tellement de sujets. Quel est le point qui a retenu le plus votre attention et qu'est-ce que vous changerez dans votre démarche à partir de cette vidéo? Merci et à très bientôt dans Coulisses.